De belles forêts de feuillus au Canada n'ayant jamais subi l'offense de la moindre hache, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, pourtant, nous vous conduisons dans l'une d'elles. Sa préservation ne tient pas qu'à la chance, car dès 1932, le gouvernement fédéral décidait de protéger cette section de forêt acadienne en lui accordant le statut de parc, le parc des Hautes-Terres du Cap-Breton. Ces Highlands rappellent en effet certains coins d'Écosse. L'altitude moyenne atteint 350 mètres et on y retrouve trois types de végétation. La forêt de feuillus où domine l'érable, la forêt boréale et la taïga. Une équipe de la Semaine verte nous est revenue avec des images de cette forêt vierge. Le Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, est incontestablement l'une des régions les plus spectaculaires du Canada de l'Atlantique. Depuis 1936, on y trouve le Parc national des Hautes-Terres, qui accueille chaque année des milliers de touristes. L'un des premiers touristes, si on peut parler ainsi du sieur Nicolas Denis, qui, en plus d'avoir été gouverneur de l'Acadie, était également le seigneur de cet immense territoire que constitue aujourd'hui le Cap-Breton, en a laissé une saisissante description publiée en 1672. Voici ce que cet extraordinaire personnage écrivait il y a 300 ans. Le Cap-Breton n'est qu'une île, et la partie de l'île qui porte ce nom et qui regarde le sud-est, ce sont tous rochers entre lesquels on ne laisse pas de mettre des navires à l'abri pour la pêche, qui y est très bonne. Plus loin, le sieur Denis ajoute cette description de la côte entre le Cap-Nord et le moderne Chéticamp. Toute cette côte-là n'est que rocher, écrit-il, couverte de sapins, mêlés de quelques petits bouleaux. Il s'y trouve quelques anses de sable où à peine se peut retirer une chaloupe. Et le sieur Denis ajoutait, sans doute pour le bénéfice d'éventuels colons qu'il cherchait pour son immense domaine, cette côte est dangereuse. Or, cette île, au littoral accidenté et aux hautes falaises échancrées, dont le plus haut sommet atteint 500 mètres, possède une forêt magnifique. Tout près du petit village de Pleasant Bay, face au golfe Saint-Laurent, Parc Canada administre, veille serait un meilleur mot, sur un domaine particulier à l'intérieur de son parc des Hautes-Terres. Il s'agit d'une réserve forestière désignée par les biologistes comme une réserve primitive. Les biologistes l'appellent la forêt acadienne, composée surtout de feuillus et de conifères. Cette forêt couvrait jadis toutes les provinces maritimes et les États du nord des États-Unis. On la trouve cachée dans la vallée de la rivière Grande-Anse. Ces arbres, ces érables surtout, sont aussi vieux que la description qu'en donnait le sieur Nicolas Denis. En effet, beaucoup de ces arbres magnifiques ont 300 ans. Mais laissons parler, à la suite de Nicolas Denis, un autre historien du XVIIIe siècle, le père de Charlevoix, qui avait donné, dans son Histoire et description générale de la Nouvelle-France, l'étonnante description que voici, et qui, vous en conviendrez, j'en suis sûr, est tout aussi valable de nos jours. Voici donc ce que le savant jésuite écrivait des forêts du Cap-Breton. Nous sommes au milieu des plus grandes forêts du monde. Selon toutes les apparences, elles sont aussi anciennes que le monde même et n'ont point été plantées de main d'homme. À la vue, rien n'est plus magnifique. Les arbres se perdent dans les nus et il y a une variété d'espèces différentes si prodigieuses que parmi ceux-mêmes qui se sont le plus appliqués à les connaître, il n'est peut-être personne qui n'en ignore plus de la moitié. Quant à leur qualité et à l'usage où on les peut employer, les sentiments sont si différents
et dans le pays où nous sommes, et dans celui où vous êtes, que je désespère même d'être en état de vous instruire autant que je le souhaiterais sur cet article. Avouons que le lyrisme de l'historien d'autrefois était bien justifié. Justifié aussi la décision de scientifiques de désigner cette forêt, du moins en partie, comme un site biologique international protégé. Madame Elaine Wallace est une guide-interprète dans ce site enchanteur. À travers l'est de l'Amérique du Nord, la plupart des forêts étaient coupées, puis il ne reste pas tellement des peuplements des feuillus qui sont anciennes. Puis c'est vraiment spécial ici. Madame Wallace a raison. Nous sommes dans un endroit spécial ici, et se trouverait-il quelqu'un pour rester insensible au charme de la chute du ruisseau McIntosh ou à la voûte immense et légère créée par cette forêt composée principalement d'érables à sucre, de hêtres, d'ormes, de bouleaux jaunes, de sapins baumiers, de pruches et d'épinettes. 97% de cette forêt est composée d'érables à sucre qui, à l'âge vénérable de 350 ans, atteignent jusqu'à 25 mètres. Et l'orme blanc que l'on trouve ici à profusion n'est leur cadet que de 50 ans. Heureusement, le public a accès à une partie seulement de cette réserve protégée qui aurait fait les délices des poètes romantiques. On n'y voit pas que des arbres magnifiques et vénérables. On y trouve aussi une flore très particulière. Songez qu'on y compte jusqu'à 20 espèces différentes de fougères. À cause que c'est protégé, c'est une vallée protégée, on trouve des espèces méridionales, c'est-à-dire les espèces des plantes qui se trouvent d'habitude plus au sud, dans les États-Unis. Et également, on trouve des espèces qui se trouvent plus au nord, les plantes arctiques alpines. Il n'y a pas tellement des gros animaux, il y a des chevreuils, mais les chevreuils aiment une forêt moins vieille. Mais il y en a abondance des petits mammifères, comme la souris sylvestre. Il y a aussi des mammifères qui sont assez rares, comme le campagnol des rochers et le musaraigne de Gaspésie, qui est d'ailleurs un des mammifères les plus rares du Canada. Et ça se trouve ici. Et des salamandres aussi, je crois. Oui, il y a des salamandres. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'était une salamandre cendrée. Et il y en a partout sous les bois pourris, sous les pierres qui sont plates. N'est-il pas extraordinaire de pouvoir circuler dans une forêt qui n'a jamais été transformée? Il n'est pas besoin non plus d'être un scientifique chevronné pour admirer, comme le faisait il y a 300 ans Nicolas Denis et le père de Charlevoix, une véritable merveille de la nature. Longfellow, le poète américain, connaissait-il cette forêt si justement appelée acadienne lorsqu'il écrivit son célèbre poème Évangéline, traduit par Pamphile Lemay? C'est l'antique forêt, noyée dans la pénombre, vieux et moussus drapés dans leur feuillage sombre, les pins aux longs murmures et les cyprès saletiers, qui bercent aujourd'hui sur des fauves sentiers. Les nids harmonieux sont semblables aux bardes, qui venaient, chevelus, chanter dans les mansardes, aux druides sacrés, dont la lugubre voix s'élevait prophétique au fond des vastes bois. Sauvage et tourmenté, l'océan vert, tout proche, se lamente sans cesse en ses antres de roches, et la forêt répond par de profonds sanglots.